Quand je vous propose des sujets sur Instagram, le thème du pied revient très souvent. La fourbure, le syndrome podotrocléaire ou naviculaire, les aplombs. Et même en clientèle, ça arrive qu'on nous appelle pour des boiteries ou des irrégularités qui sont pas du tout de notre domaine, mais plutôt celui du maréchal ou du podologue, par heure. Abcès, fourmilière, pourriture de fourchette, et j'en passe. Et donc avant d'écrire cette vidéo que vous êtes en train de regarder, je voulais traiter un des sujets que vous m'avez proposé. Et pour ça, il fallait que je décrive furtivement le pied du cheval, histoire qu'on sache un peu de quoi on parle. Et comme je suis pas une grande experte du pied du cheval, j'ai ouvert quelques ouvrages au grand public pour savoir comment est-ce qu'on pouvait en faire le tour rapidement. J'ai été très déçue. Un exemple ? Ce livre, Galop 5, 6, 7. Bon, c'est pas une dernière génération parce qu'il a été édité en 95, et j'espère d'ailleurs que les livres de Galop ont un peu évolué depuis celui-là parce que là ça fait peur. Et regardez ce que j'y vois. J'en déduis donc que pour eux, ce qu'on voit là, c'est un pied sain. Spoiler, non. On apprend donc que quand on a un niveau galopiste, qui est un niveau de cavalier assidu, où on commence un peu à penser que ça y est, on va avoir un cheval, etc. Et donc en tant que futur propriétaire, on apprend que ça, c'est un pied sain. Que ça serait un pied de cheval normal. Je suis fatiguée. D'ailleurs, je vous le fais pas là parce que la vidéo sinon elle va durer des plombes, mais retrouvez-moi sur Instagram pour que je vous donne les critères d'évaluation d'un pied. J'en viens donc à la conclusion de cette introduction. Il faut vraiment qu'on parle du pied du cheval. Alors le pied. Dans cette vidéo, on va voir que l'anatomie parce qu'il y a déjà énormément de choses à dire et que j'aurai pas le temps d'en plus inclure comment est-ce que le pied fonctionne parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Mais par contre, si jamais vous avez envie que je vous en parle, vous savez quoi faire. C'est-à-dire, dites-le moi en commentaire que je sache si vous voulez une partie 2 ou pas. Alors le pied, ce n'est pas ça, comme nous le schématise notre très chère Marc Ravenne, parce qu'en fait, même en version simplifiée, ça c'est faux. Le pied, c'est ça. Ou ça, si vous préférez la version schématisée. Oui, âme sensible, s'abstenir, parce que vous n'êtes pas à l'abri que je mette des photos de dissection un peu partout dans cette vidéo. Alors on procède dans l'ordre, structure par structure, et on attaque celle qui est quand même centrale dans le pied, la troisième phalange ou P3. C'est un os avec une structure un peu particulière parce que vous voyez, il y a des bouts d'os qui dépassent un peu partout, il a une forme déjà un peu chelou. Et en plus de sa forme artistique, si tu regardes de près, il y a des petits trous partout à la surface. Pour la simple et bonne raison que dans le pied du cheval, il y a des vaisseaux sanguins partout. Et évidemment, il traverse aussi la troisième phalange. Autre chose intéressante, P3 n'a pas de périoste. Mais qu'est-ce que c'est que le périoste, Émilie? Le périoste, c'est la couche la plus externe de l'os, sauf ici puisqu'il n'y en a pas. Il permet une partie de l'ossification, donc une partie de la création de l'os. En gros, soit elle se fait via le périoste, soit elle se fait via le cartilage. Et là, sur la plupart des faces de P3, il n'y a pas de cartilage et il n'y a pas de périoste. Donc pas d'ossification. Donc si P3 s'abîme, se déminéralise, ou autre joyeuse gaieté, eh bien elle ne peut pas se reconstruire. Son seul moyen de refaire de l'os, c'est donc à partir du cartilage, et le cartilage il est derrière elle. On verra ça plus tard. Mais donc pour tout le reste, devant, sur les côtés, dessous, sur toutes ces parties-là, à savoir devant et sur les côtés principalement, il y a ce qu'on appelle le chorion lamellaire. Et il va d'ailleurs remplacer le périoste pour un de ses rôles, qui est le rôle de protection. Le chorion lamellaire, il crée des lamelles, sans blague. Il crée des lamelles primaires, qui sont comme des grandes vagues, et sur chaque lamelle primaire, on voit des lamelles secondaires, des petites vagues sur les grandes vagues. Et l'ensemble de toutes ces lamelles, t'en as sûrement entendu parler si tu t'es déjà intéressé un peu au pied, c'est ce qu'on appelle le podophile. Bien avec deux O, hein, podophile. Attention, la langue peut vite fourcher et après ça veut plus du tout dire la même chose. On l'appelle aussi la chair feuilletée, parce que s'il y a bien un endroit du cheval où on utilise 10 000 mots pour dire la même chose, vous allez voir que c'est le pied. Chaque structure a environ 3-4 noms, c'est insupportable. Parce qu'il y a plusieurs manières de concevoir le pied, de concevoir son fonctionnement, et donc tout le monde y va de son vocabulaire. Et donc les néophytes, comme toi ou moi, qui essayons juste de comprendre ce qu'il y a dans un pied, eh bien, on est complètement perdu. Donc moi je vais te donner quelques noms, mais je vais pas tout te donner parce que sinon demain on y est encore. On en était donc au podophile et ces lamelles comme ça, qui entourent donc toutes les parties avant et sur les côtés de P3.
En face de ce podophile, il y a une structure qui est similairement la même. C'est-à-dire qu'elle a elle aussi une forme de vague, une forme de lamelle, mais elle appartient cette fois à la paroi. La paroi, on est d'accord, c'est la partie dure à l'extérieur du sabot. Et donc cette partie en lamelle qui appartient, elle, à la paroi et plus à l'intérieur du pied, on l'appelle le kéraphile. Parce qu'il est davantage kératinisé. Bravo Einstein. Donc, les petites lamelles du podophile, les petites lamelles du kéraphile, hop là, tac, emboîté. Et c'est justement cet emboîtement du podophile et du kéraphile qui unit P3 à la paroi du sabot. Et donc en parlant de paroi, quelle transition incroyable. La paroi, c'est en réalité 3 couches. Celle dont on vient de parler, qui est donc la couche interne, ou kéraphile, ou stratum internum. La couche suivante, qu'on appelle la couche intermédiaire, ou le stratum medium. Et enfin, la couche la plus externe, qu'on appelle couche externe, ou stratum externum. Pour résumer, si on part de l'intérieur du pied vers l'avant du pied, en pince, on a P3, le podophile, le kéraphile, qui est la couche interne de la paroi, la couche intermédiaire de la paroi, la couche externe de la paroi, l'air, ou P3, chair feuilletée, stratum internum, stratum medium, stratum externum, air. Si on prend la couche du milieu, donc la couche intermédiaire, ou le stratum medium, elle est donc entre la couche interne et la couche externe, c'est celle du milieu. C'est la plus épaisse et la plus rigide de la paroi. Et c'est même elle qui donne la couleur au sabot. Noir, blanc, gris, bleu, rouge, vert. C'est elle en fait qui donne à la paroi du sabot sa rigidité et sa solidité. Elle est composée d'une corne tubulaire ainsi que d'une corne intertubulaire qui va donc entre les tubules de la corne tubulaire puisqu'elle s'appelle intertubulaire. Oui, ils ont mis plein de noms mais quand même il y a un peu de logique dans ce qu'ils ont fait la plupart du temps. Et enfin la couche externe, celle qu'on voit donc depuis l'extérieur du sabot, donc celle qu'on voit puisqu'on ne voit pas régulièrement depuis l'intérieur du sabot me semble-t-il, c'est donc la couche externe ou stratum externum. Elle est elle aussi composée de cornes tubulaires et d'ailleurs on connaît très bien sa partie proximale, donc sa partie sur le haut du sabot, puisque à cet endroit elle apparaît comme une petite rugosité dépigmentée, un peu blanc. C'est le périople. À ne pas confondre avec le périoste de l'os dont je parlais tout à l'heure, c'est pas du tout pareil. Quand la corne pousse, elle attrape une partie du périople en même temps et c'est ce qui donne un espèce de film lisse et brillant sur toute la surface du sabot. Et cette couche, elle protège en cas d'excès d'humidité ou au contraire de dessèchement. Donc déjà là on se questionne un petit peu sur l'utilité de mettre de la graisse à l'extérieur du pied. Et puis tous les limeurs compulsifs de pariétal là, on vous voit hein. Enlève juste les évasements, c'est pas la peine de lui faire une manucure intégrale à pompon, laisse-lui son vernis naturel. La paroi dans son ensemble est produite par le bourrelet coronal qui se trouve grosso modo au niveau de la couronne. Bourrelet coronal, couronne. Bon, j'espère que ça tu le savais quand même, que le sabot pousse du haut vers le bas et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit les lignes de stress descendre au fur et à mesure du temps. On dit d'ailleurs qu'en moyenne, le bourrelet coronal produit 1 à 2 cm de corne par mois. Ce qui fait que environ en 1 an, t'as un nouveau pied. T'es resté bloqué sur les lignes de stress là ? Mais si, tu sais, ces lignes qui font un espèce de relief et qui font le tour du sabot. Comme ça là. Eh bien je te présente les lignes de stress qui surviennent lors d'un... stress, oui bravo. Je parle pas d'un stress genre... mais plutôt d'un stress métabolique, comme un changement de prix, un changement d'alimentation, une pathologie, ou un stress émotionnel suffisamment grand pour perturber le métabolisme. Donc un cheval avec des parois en forme de terrain de motocross, faut se poser des questions. Et savoir ça, ça sert aussi à grave vous la péter. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 5-6 mois pour lui, madame ? Bah il a changé de pension. Mais comment vous savez ça ? Vous êtes devin ? Non, il y a juste des lignes de stress à 5 cm de la couronne en fait. Bref, pour finir avec la paroi, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire comment se nomment les différentes parties, pince, quartier, mamelle, etc. Puisqu'en fait, ça c'est issu du fer et non du pied, puisqu'il est important de rappeler qu'un cheval naît sans fer. Voilà. C'est juste, je voulais le rappeler, c'est tout. Info très importante. L'angle entre l'avant de la paroi et le sol fait environ 45 à 50 degrés
pour les antérieurs et 50 à 55 pour les postérieurs. Les postérieurs sont donc naturellement légèrement plus redressés. Et cette ligne donc sur le sabot en pince doit être quasiment parallèle à la ligne formée par les talons. Contrairement à ce que dit ce livre qui pense que des talons sains sont des talons fuyants. Décidément, ils ont bien trop l'habitude qu'un pied fonctionne mal. Et enfin, en parlant de talons, vers l'arrière du pied, la paroi vient totalement s'invaginer derrière et sous le pied pour former les barres, oui bravo. En réalité, il n'y a plus énormément de parois à proprement parler à cet endroit-là, mais on dira donc que les barres sont la continuité du bourrelet coronal, qui produit la paroi. Pendant qu'on est sous le pied, reprenons un peu de hauteur et allons retrouver notre P3 par le dessous. Bon bah c'est encore des chorions. Un chorion, c'est une membrane qui produit d'autres tissus, comme le chorion lamellaire de tout à l'heure qui produisait le podophile. Mais celui-là, celui qui est en dessous, il produit pas n'importe quel tissu. Il produit la sole et la fourchette. Enfin, c'est pas exactement le même, mais il y en a un qui produit la sole et l'autre qui produit la fourchette. Commençons par la sole. Vous noterez que j'ai pas fait de jeu de mots entre la sole et le sol, hein. Ni la sole. Bon, bref. La sole, c'est ce qui est en dessous le pied, qui n'est ni la fourchette, ni la paroi, ni les talons, ni les barres. Bref, tu sais ce que c'est que la sole. Elle est normalement légèrement concave, donc c'est-à-dire creuse. Et elle est quasiment de la même composition que la couche rigide de la paroi, le stratum medium dont on parlait tout à l'heure, à la différence près qu'elle est légèrement plus hydratée, ce qui lui donne un petit peu plus de souplesse. Mais c'est de la corne tubulaire également. Sur tout le tour du sabot, donc on est toujours en vue solaire, en vue depuis le sol, toute la sole s'unit avec le kéraphile de la paroi. Le kéraphile, lui, n'est pas du tout pigmenté, ce qui donne une ligne blanche le long de la sole qui délimite la jonction entre la sole et la paroi. Et elle s'appelle la ligne blanche. Et d'ailleurs, sur un pied qui est fraîchement paré, si tu regardes bien de très près et que tu as une bonne vue, tu peux voir des petits aiguilles comme ça. Et bah c'est les lamelles du kéraphile. Tu peux même les compter, normalement il y en a 500 à 600 par pied. Oui, c'est le nombre de lamelles qu'il y a dans le kéraphile. Bon alors s'il y a un truc à retenir de méga important sur la sole, c'est que les stimulations mécaniques qu'elle reçoit stimulent sa production. Donc plus de pression sur la sole égale plus d'épaisseur de sol et inversement. Moins de pression, moins de sol. Mini parenthèse pour tous les propriétaires de chevaux ferrés qui pensent à déferrer leur cheval. Si la sole n'est jamais au contact du sol à cause du rehaussement du pied par l'épaisseur du fer, c'est normal que le jour où on enlève le fer et que la sole se retrouve en contact avec le sol, avec de potentiels cailloux, etc., c'est normal qu'elle soit hypersensible puisqu'elle est toute fine. Donc en plus de devoir laisser le temps à l'arrière du pied de se dégourdir après des années d'immobilité, il faut aussi laisser le temps à la sole de retrouver un peu d'épaisseur. Et ça se fait pas en un mois. Non, non, non. Parenthèse terminée. On peut aussi différencier plusieurs types de sols. Argileux, calcaire... Ok, j'ai pas pu m'empêcher, ça va. La sole vive, la fausse sole, etc. Mais ça serait vraiment trop long, alors je passe. La fourchette. La fourchette, elle nous en cause bien des soucis, celle-là. Et moi la première. Trésor, 14 ans. Fourchette de Trésor, 14 ans de pourriture. Ne me balancez pas tous vos produits miracles dans les commentaires, j'ai à peu près tout essayé déjà. Du bleu de Décathlon au stuff en passant par vinaigre de cidre, plus toutes les huiles essentielles de la terre. Mais je crois à présent qu'au bout de 11 ans de vie commune et 11 ans de pourriture de fourchette en ma compagnie, je crois que je commence à tenir le bon bout. Bref, la fourchette elle est issue du chorion situé en dessous P3, ça je viens de le dire. Et comme la sole et comme le stratum medium, elle est en corne tubulaire. À la différence près que les tubules ne sont pas bien organisés comme ça les uns contre les autres, mais sont organisés de manière anarchique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas organisés en fait. Et c'est ce qui lui donne toute son élasticité à la fourchette. C'est quand même difficile à croire et à intégrer que la fourchette, la sole et la partie la plus rigide de la paroi sont constituées de la même chose, juste à quelques proportions et quelques organisations près. Et pourtant c'est vrai. J'ai pas vraiment grand chose d'autre à vous dire sur la fourchette maintenant tout de suite. Elle serait très intéressante si on fait une vidéo qui parle du fonctionnement du pied. Mais là pour l'instant,
il y a d'autres structures plus intéressantes, plus importantes et qu'on oublie tout le temps. Retenez juste que la fourchette a une épine. Pas une épine comme ça, mais une épine comme ça. Donc elle est à l'intérieur du pied et en fait, quand la fourchette, soit via le biais des talons, soit directement sur elle, est bougée en gauche-droite, et bien ça fait aussi bouger l'épine et ça va stimuler la production de la fourchette et également la production des tissus qui sont au-dessus, à savoir coussinet digital et cartilage angulaire. Voilà donc les deux grands oubliés du pied dont on ne parle jamais, alors que pourtant, sans ça, pas de pied, pas de cheval. Le coussinet digital, c'est comme un espèce de coussin de gel. Il est déformable, il est mou, il absorbe les chocs, etc. Et plus on va en profondeur, plus on appuie dessus, plus il se rigidifie. Bref, c'est un coussin de gel, quoi. Il prend énormément de place à l'arrière du pied. Il prend presque d'ailleurs la moitié, en fait, de tout ce qu'on qualifie d'être le pied de cheval. Bon, approximativement, je n'ai pas fait des calculs savants pour calculer le volume, la densité dans le pied, nanana, mais bon, voilà quoi. Et pourquoi quand on nous demande qu'est-ce qu'il y a dans un pied de cheval, et c'est il y a une phalange, la sole, la fourchette, le naviculaire, très important, j'ai jamais oublié le naviculaire. Et puis ah oui, c'est vrai, il y a un coussin. Enfin, c'est tout. Déjà, t'as pas parlé des cartilages, et puis en plus, c'est pas un coussin, c'est le coussinet digital. Bon, je m'emporte un peu là. En gros, il est situé entre la face haute de la fourchette, donc il repose sur l'épine, et sous le tendon du fléchisseur profond. Donc à chaque fois que la fourchette vient à bouger comme ça un peu latéralement, l'épine est fait comme ça au-dessus, et donc elle stimule le cartilage à chaque fois. Nouvelle parenthèse pour les propriétaires de chevaux ferrés. Fer égale pas de déformation possible des talons sur un plan vertical, égale impossible d'avoir ce type de stimulation sur le coussinet digité. On peut dire digité, digital, vous dites ce que vous voulez. Vous pouvez même dire plantaire. Fin de la parenthèse. Autre chose importante concernant le coussinet, même si là on sort un peu de l'anatomie et on commence un petit peu plus à entrer dans les fonctions de chacun de ces organes, si vous regardez où il se situe par rapport aux membres, il est pile dans l'axe de toute la colonne osseuse. Donc quand le boulet descend, ouais, heureusement qu'il est là, le petit coussinet, hein. Et s'il n'a pas été stimulé correctement, ouais, vous avez compris. Il a évidemment un rôle d'amortissement qui est gigantesque, mais il a plein d'autres rôles ultra importants, comme par exemple la proprioception au niveau de l'arrière du pied et les sensations algiques, donc douloureuses, de l'arrière du pied. Donc un pied qui n'a pas été stimulé pendant des années parce qu'il était ferré, c'est aussi normal que l'arrière du pied soit extrêmement douloureux vu que le coussinet digité n'a pas été stimulé depuis des années. Voilà, c'est pas que à cause de la sole et que il est plus habitué à des petits cailloux, nanana. Non, le retour de la distorsion de l'arrière du pied, ça peut... Les cartilages angulaires sont les grands oubliés du pied du cheval. Je leur décerne la palme des grands oubliés des pieds du cheval. Trouvez-moi un schéma où ils sont représentés correctement, pardon. Eh ben, il n'y en a pas beaucoup par rapport au nombre de schémas où P3 est mal placé dans la boîte cornée. Pour info, P3 n'est pas au milieu du sabot. Je ne sais pas si vous avez bien suivi mes schémas, mais P3 est largement en avant dans le pied. Bref, les cartilages, parce qu'il n'y en a toujours que pour P3, là moi je voulais parler des cartilages. Ce sont des cartilages qui sont souples et déformables, mais qui savent également résister quand on leur impose un peu trop de contraintes. Ils partent de chaque côté de P3 comme s'ils en étaient la continuité en quelque sorte. Et on peut les toucher. Ils sont juste là. Va toucher les cartilages angulaires de tes chevaux. À l'intérieur, ils sont plaqués contre l'articulation entre la deuxième et la troisième phalange, entre P2 et P3. Et quand on descend encore plus profondément, ils s'unissent très solidement au coussinet digital. De chaque côté de ces cartilages, il y a des plexus vasculaires, donc plein de vaisseaux sanguins comme ça dans tous les sens, à droite à gauche pour chacun des deux. Et en fait, ce sont les mouvements de ces cartilages contre les plexus qui aident le retour veineux et le sang à circuler dans le pied, etc. Bon, en partie, il n'y a pas que ça, c'est juste un petit teasing de si jamais, par hasard, vous vouliez qu'on fasse une vidéo de « Mais comment est-ce que le sang circule dans le pied d'un cheval ?» Parce que là, il y a vraiment énormément de choses à dire aussi et c'est ultra méga intéressant. Il y a clairement moyen d'en faire une vidéo aussi longue que celle-là, tu vois. Quand les cartilages ne bougent pas assez, qu'ils ne sont pas suffisamment stimulés, déjà, tu l'as compris parce que je viens de dire juste avant, ça peut causer des petits soucis de circulation de sang dans les pieds. Et bah donc bref,
Quand ces cartilages, ils bougent pas assez, donc si tous les mouvements de l'arrière du pied du cheval ne sont pas permis, si tu vois ce que je veux dire, eh bien il s'ossifie. Quitte à pas me déformer, eh ben je vais devenir de l'os, c'est moins fatigant. Il a raison, hein, ceci dit. On a parlé du pied, on a parlé de plein de structures, on n'a même pas parlé de l'os naviculaire ou de l'os petit sésamoïde. Celui-là, absolument tout le monde le connaît, et juste pour info, il ressemble à ça. Il est grand comme ça, il est un petit bout de merde quoi. Il se trouve juste à l'arrière de l'articulation entre P2 et P3, l'articulation interphalangienne distale. Et il y a une petite bourse qu'on appelle podotrochléaire qui permet le glissement du tendon du fléchisseur profond juste derrière lui. Mais je crois qu'on me réclame une vidéo sur cette espèce de petit bout de machin depuis suffisamment longtemps pour que je finisse par en faire une un jour. Donc je veux pas trop m'étaler ici. Je vous rappelle que dans cette vidéo, on a dégrossi. Donc il y a des structures dont j'ai pas du tout parlé, notamment les plexus vasculaires, je les ai pas abordés. Les tendons qui passent et qui s'insèrent partout, là, j'en ai pas parlé. Les ligaments, il y en a plein, j'en ai pas parlé non plus. Mais il n'y a pas 4 jours de vidéo là. J'ai pas non plus donné tous les noms pour chacune des structures et peut-être que parfois j'ai utilisé un mot et qu'après j'en ai utilisé un autre sans m'être dit que je n'avais pas dit que c'était la même chose. Donc auquel cas si ça arrive, je suis désolée, j'espère que vous avez réussi à suivre quand même. Mais bon, vous l'avez bien compris, dans le pied, tout a 36 noms. De manière générale, si vous retenez un petit peu de ce que j'ai dit pour chaque structure et que vous n'oubliez pas ni le coussinet digital ni les cartilages angulaires, je serai déjà ravie. Mes petites parenthèses ne sont absolument pas des attaques aux propriétaires de chevaux ferrés. C'est simplement une sensibilisation au fait que ferré, c'est pas anodin. Ça modifie vraiment le fonctionnement des structures du pied et que du coup, déferrer, c'est pas rien non plus en fait. Au plus courageux, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Prends soin de toi, prends soin d'eux et je te dis à bientôt!